parfois, la vérité la plus amère se sert au dessert. La frontière est fragile entre la dignité et l'affront. Lorsque cette ligne est franchie au sein de sa propre famille, que doit faire une grand-mère? Jusqu'où iriez-vous pour préserver votre honneur? Je m'appelle Marguerite Dubois, j'ai 65 ans et j'ai vécu la majeure partie de ma vie à Lyon dans la région Rhône-Alpes. Une ville magnifique avec ses traboules secrètes et ses façades Renaissance qui ont été témoins de ma jeunesse, de mon mariage, de la naissance de mon fils. Malheureusement aussi lorsque je suis devenue veuve il y a 8 ans. C'est un samedi après-midi typique avec un ciel gris, comme c'est souvent le cas à Lyon en hiver, que ma vie a basculé à jamais. Le déjeuner familial était pour moi un rituel sacré. Après la mort de Michel, mon époux, ces rencontres sont devenues encore plus précieuses. C'était le moment où je pouvais voir mon fils Antoine, ma belle-fille Valérie et mes 2 petits-enfants chéris, Lucas 13 ans et la petite Emma, 9 ans. La table était dressée avec ce que j'avais de plus beau. J'avais préparé un bœuf bourguignon. La recette que j'ai héritée de ma grand-mère est perfectionnée au fil des années. L'arôme du vin rouge mélangé aux herbes de Provence embaumait la salle à manger. Pour accompagner, un gratin dauphinois et une salade aux noix et au roquefort. Et en dessert, une tarte aux poires tout juste sortie du four. Antoine est arrivé le premier avec ce sourire chaleureux qu'il tenait de son père. Il m'a serré fort dans ses bras comme il l'avait toujours fait. « Maman, ça sent divinement bon », dit-il en me baisant le front. Valérie est entrée peu après, impeccablement vêtue comme à son habitude, avec une robe trop élégante pour un simple repas de famille, coiffée à la perfection. Et ce regard que je connaissais trop bien, de quelqu'un qui arrive contrarié comme si être la représentait une corvée. Les enfants ont couru vers moi pour m'embrasser. « Mamie, tu as fait la tarte aux poires ?» demanda Emma, les yeux pétillants. Rien ne me comblait plus que de voir leur visage s'illuminer. Nous nous sommes installés à table et tout semblait normal, du moins au début. Antoine parlait de son poste de directeur d'école. Les enfants racontaient leurs aventures scolaires et Valérie demeurait pratiquement muette, pianotant occasionnellement sur son portable sous la table. Une manie qui m'avait toujours agacée mais que j'avais appris à supporter pour préserver l'harmonie familiale. C'est lorsque j'ai servi le plat principal que tout a commencé à déraper. « Marguerite, vous avez mis du vin dans cette viande, n'est-ce pas ?» demanda Valérie d'un ton qui présageait des problèmes. « Oui, ma chérie, c'est du bœuf bourguignon. Il faut toujours du vin rouge dans cette recette, » répondis-je naturellement. Elle repoussa son assiette d'un geste brusque. « Je vous ai répété 100 fois que nous éduquons les enfants selon une alimentation consciente. Pas d'alcool dans leur nourriture. » Antoine intervint rapidement. « Valérie, l'alcool s'évapore à la cuisson, tu le sais bien. »« Pas entièrement. » coupa-t-elle. Puis elle se tourna vers moi avec ce regard glacé. « Est-ce si difficile pour vous de respecter nos choix parentaux? Ou le faites-vous intentionnellement ?» J'ai senti mon cœur se contracter. Je voulais simplement préparer quelque chose de spécial. La recette familiale. « Votre recette familiale » m'interrompit-elle en haussant le ton. « Toujours vos traditions, vos habitudes. Il serait peut-être temps de comprendre que le monde ne gravite pas autour de vous, Marguerite. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Les visages de Lucas et d'Emma exprimaient la confusion, l'effroi. Antoine semblait partagé entre défendre son épouse ou sa mère, mais Valérie n'en avait pas terminé. « Savez-vous quel est votre problème, Marguerite? Vous ne pouvez pas accepter de ne plus être au centre de la vie de votre fils. Vous agissez constamment comme si nous devions nous plier à vos désirs. Franchement, c'est pitoyable. » Ma main tremblait en tenant la cuillère de service. 65 ans d'existence et je ne m'étais jamais sentie aussi diminuée, aussi insignifiante. « Et ce déjeuner, » continua-t-elle en désignant la table, « cette tentative désespérée de votre part de nous maintenir attachés à ces vieilles traditions. C'est comme si vous essayiez de nous étouffer avec votre amour possessif. »« Valérie, ça suffit, » finit par intervenir Antoine, mais il était trop tard. « Non, ce n'est pas suffisant, » dit-elle en me fixant maintenant directement. « Peut-être est-il temps de dire ce que tout le monde pense mais n'ose exprimer. Vous êtes devenue un poids, Marguerite, un poids pour votre fils, un poids pour cette famille. Et sincèrement, vos tentatives pour rester pertinentes sont embarrassantes. » Les larmes que j'essayais de retenir coulèrent sur mon visage. Je ne pouvais regarder personne. J'avais l'impression que le plancher s'effondrait sous moi. Chez moi, à ma table,
Devant mon fils et mes petits-enfants, j'avais été anéanti. Antoine se leva brutalement. Les enfants, allez dans le salon regarder la télévision un moment, dit-il d'une voix qui ne tolérait aucune contestation. Lorsqu'ils partirent, il se tourna vers Valérie. Comment as-tu pu? Devant les enfants. Mais elle haussa simplement les épaules, ce geste d'indifférence que je connaissais si bien. Il fallait que quelqu'un dise la vérité. C'est à ce moment-là, alors que j'essuyais mes larmes avec la serviette en lin que j'avais brodée il y a tant d'années, que quelque chose changea en moi. Une pensée sombre me traversa l'esprit. Je connaissais le secret de Valérie. Je savais ce qu'elle faisait le jeudi après-midi quand elle était supposée être à son cours de yoga. Je connaissais l'homme dans la BMW noire qui l'attendait à 3 rues de chez elle. Je le savais et jusqu'à cet instant, j'avais gardé ce secret par amour pour mon fils, par amour pour mes petits-enfants. Mais à ce moment précis, en regardant le visage satisfait de ma belle-fille, j'ai compris que parfois le silence n'est pas une protection, mais une complicité. Et je ne serai plus complice. Antoine, dis-je doucement, ma voix à peine audible. Je pense qu'il est l'heure du dessert et j'ai quelque chose de très particulier à partager avec vous tous. Les yeux de Valérie rencontrèrent les miens et pour la première fois cet après-midi-là, j'y vis quelque chose de différent. La peur. Vous pensez connaître votre famille. Mais à quel point ce que nous voyons n'est-il qu'une façade? Dans la suite, je vais vous révéler le secret que j'ai gardé pendant des années et comment un simple dessert peut changer le destin de toute une famille. L'horloge murale, héritage de mon arrière-grand-père, marquait chaque seconde d'un tic-tac qui semblait faire écho à la tension ambiante. Antoine se tenait toujours entre Valérie et moi, tel un médiateur réticent sur un champ de bataille domestique. « Maman, je pense que nous ferions mieux de reporter le dessert », suggéra-t-il de cette voix qu'il utilisait enfant pour apaiser les conflits. « Les enfants peuvent revenir et… » « Non, mon fils, » l'interrompis-je avec un calme que je ne me connaissais pas. « Les enfants devraient rester au salon pour le moment. Ce dessert est réservé aux adultes. » Je me levai lentement, ressentant le poids de la soixantaine, mais aussi un regain de force que je n'avais pas connu depuis que j'avais affronté la maladie de Michel il y a des années. Je me dirigeai vers la cuisine où m'attendait la tarte aux poires, ses fruits caramélisés luisants comme de l'ambre. En disposant la tarte sur un plateau, mon esprit voyagea 4 mois en arrière vers un jeudi ordinaire qui devint tout sauf ordinaire. J'étais rue de la République, sortant de la pâtisserie Bernachon où j'avais acheté les fameux chocolats que Lucas adorait. Le ciel était particulièrement clair ce jour-là, chose rare à Lyon, et j'avais décidé de flâner encore un peu avant de rentrer chez moi. Les rues pavées du Vieux-Lyon racontaient des histoires vieilles de plusieurs siècles, des récits de guerre et de renaissance, de familles qui allaient et venaient, tout comme la nôtre. C'est alors que j'aperçus la voiture, une BMW noire garée discrètement de l'autre côté de la rue, près de la petite place où les touristes photographiaient l'architecture Renaissance. Je n'aurais rien remarqué de spécial sans l'éclat cuivré des cheveux de Valérie montant dans cette voiture. Je m'arrêtai, sentant mon cœur s'emballer. Le sachet de chocolat faillit me glisser des mains. Valérie était censée être au travail à ce moment-là, à la compagnie d'assurance où elle était conseillère financière. Que faisait-elle là, dans le centre historique, se glissant dans une voiture que je n'avais jamais vue auparavant? À cet instant, j'ai pensé l'appeler. C'était peut-être simplement un collègue qui la déposait, peut-être un déjeuner professionnel, mais quelque chose m'arrêta. Peut-être était-ce la façon furtive dont elle regardait autour d'elle avant d'entrer, vérifiant qu'elle n'était pas observée, ou peut-être était-ce cette intuition que seules les mères et belles-mères développent au fil des ans. La voiture démarra doucement, se fondant dans la circulation urbaine. Je restai là quelques minutes, les chocolats refroidissant dans mes mains alors qu'un malaise s'installait dans ma poitrine. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué un schéma. Tous les jeudis, Valérie prétendait se rendre au studio de yoga près de la place Bellecour pour ses séances de bien-être. Elle insistait toujours sur l'importance de ces moments pour sa santé mentale, pour être une mère plus présente, comme elle le disait. Antoine encourageait même ses escapades, soulagé de voir sa femme plus détendue, plus patiente avec les enfants à son retour. Mais un après-midi, poussé par une curiosité que je ne parvenais pas à m'expliquer, je me rendis au studio. Zen Attitude était un établissement moderne avec des baies vitrées présentant des cours de diverses disciplines et une clientèle sélecte. J'entrai en feignant m'intéresser aux cours pour seniors. En feuilletant les programmes, j'interrogeai nonchalamment la réceptionniste sur l'affluence des jeudis. « Oh, les jeudis sont nos journées les plus calmes, madame, répondit-elle en souriant.
C'est pourquoi nous proposons des tarifs préférentiels. J'imagine que c'est pour cela que Madame Dubois vient ce jour-là. Exactement, commentai-je comme si de rien n'était. Ma belle-fille dit toujours à quel point elle apprécie la tranquillité. La réceptionniste fronça les sourcils, consultant discrètement son ordinateur. Madame Valérie Dubois? Je ne vois aucune inscription récente pour elle. Étrange, répondit-elle en ressentant une sensation d'étouffement dans mon estomac. Elle vient pourtant tous les jeudis. La jeune femme hésita, visiblement mal à l'aise de contredire une cliente. En fait, madame, maintenant que j'y pense, Madame Dubois avait résilié son abonnement annuel il y a presque 12 mois. Je m'en souviens car elle était une pratiquante assidue. Je sortis du studio avec un léger vertige, comme si le sol oscillait sous mes pieds. Valérie avait menti. Pendant près d'1 an, tous les jeudis, elle avait menti sur l'endroit où elle se trouvait, sur ce qu'elle faisait. Alors, un jeudi suivant, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire, quelque chose que j'aurais désapprouvé si quelqu'un me l'avait raconté. J'ai filé ma belle-fille. La journée commença comme les autres. Valérie partit travailler le matin, impeccablement vêtue de son tailleur bleu marine, ses cheveux cuivrés attachés en un chignon élégant. À 14 heures, je reçus un message d'Antoine me demandant d'aller chercher Emma à l'école car Valérie avait une urgence au bureau. J'acceptai bien sûr, toujours heureuse de passer plus de temps avec ma petite fille. Mais à 14h30, au lieu de me rendre à l'école, je me dirigeai en voiture vers la compagnie d'assurance où travaillait Valérie. Je me garai de l'autre côté de la rue, me sentant comme un personnage d'un mauvais film d'espionnage, complètement dépaysé. À 14h45, Valérie quitta le bâtiment mais ne semblait nullement pressée par une urgence. Elle marcha calmement jusqu'à une rue adjacente et héla un taxi. Je suivis le taxi du mieux que je pus, les essuie-glaces luttant furieusement contre la bruine persistante de Lyon. Elle descendit rue Victor Hugo où l'attendait la même BMW noire. Comme la première fois, elle vérifia les alentours avant de monter dans la voiture. Et je la suivis dans la circulation urbaine jusqu'à un petit hôtel-boutique rue Groslay. L'hôtel des Beaux-Arts n'était pas le genre d'endroit qui attire l'attention. Discrètement raffiné avec seulement 15 chambres, réputé pour son intimité et sa discrétion. Le genre d'endroit où se retrouvent ceux qui ne veulent pas être vus. Je me garai à distance respectable et attendis, la pluie créant un voile translucide entre moi et le monde extérieur. Valérie entra dans l'hôtel sans se retourner. 25 minutes plus tard, un homme arriva. Grand, bien mis, avec des tempes grises et une prestance qui suggérait l'autorité. Il n'était pas séduisant comme les stars de cinéma, mais il possédait cette attraction qui vient de la confiance, du pouvoir. Ils n'échangèrent ni baisers ni étreintes en public. Ils étaient discrets, mais à la façon dont ils se regardaient, je reconnus ce regard. C'était le même que Michel m'offrait quand nous étions jeunes, quand notre amour était encore nouveau, électrisant, irrésistible. Je demeurai dans la voiture pendant près de 2 heures, les gouttes de pluie glissant sur les vitres comme des larmes que je ne pouvais me permettre de verser. Pas à cause de ce que j'avais découvert, après tout, qu'était Valérie pour moi sinon la femme que mon fils avait choisie. Mais pour la douleur que cela causerait à Antoine s'il l'apprenait, pour l'univers de Lucas et d'Emma qui serait déchiré. Je les vis ressortir, chacun à des moments différents. D'abord lui, ajustant sa veste, consultant sa montre comme s'il terminait une réunion d'affaires. Puis un quart d'heure plus tard, Valérie, le visage marqué par cette expression que je reconnus immédiatement, la satisfaction languie qui suit l'intimité. Je rentrai chez moi ce jour-là le cœur lourd, non pas à cause de ce que j'avais découvert, mais à cause de ce que je devrais faire de cette information. J'aimais mon fils, j'aimais mes petits-enfants. Révéler ce que je savais pourrait détruire la famille à laquelle je tenais tant. Dans les semaines qui suivirent, j'observai Valérie avec des yeux différents. Je remarquai comment elle souriait à son téléphone lorsqu'elle recevait certains messages. Comment elle inventait des rendez-vous professionnels qui ne pouvaient jamais être reportés. Comme elle paraissait parfois distante lors des repas de famille, perdue dans des pensées qu'elle ne partageait pas. Et le plus troublant, la façon dont elle traitait Antoine avec une impatience croissante, comme s'il était un obstacle sur sa route. Mon fils, toujours bienveillant, toujours compréhensif, acceptait ce traitement comme une partie normale d'un mariage de longue durée, des hauts et des bas auxquels toutes les relations sont confrontées. Un soir, alors que nous faisions la vaisselle après le dîner, Antoine m'avoua qu'il s'inquiétait pour son mariage. « Je ne sais pas ce qui se passe, maman, dit-il en séchant distraitement une assiette.
Valérie semble si lointaine ces derniers temps, comme si elle tolérait simplement notre vie commune. J'ai senti le poids du secret m'écraser. Était-ce le moment de le dire? Pour ouvrir les yeux de mon fils sur la trahison qui se produisait sous son propre toit? Mais je regardais vers le salon où Lucas aidait Emma avec ses devoirs, leurs têtes rousses penchées sur leurs livres, et les mots moururent dans ma gorge. Tous les mariages traversent des périodes difficiles, répondis-je, me détestant pour ce mensonge. Peut-être avez-vous besoin de temps rien que pour vous deux. Un week-end loin des enfants et du travail. Antoine sourit, ce sourire confiant qu'il avait hérité de son père. Tu sais toujours quoi dire, maman. Je planifierai quelque chose pour notre anniversaire le mois prochain. Alors, j'ai gardé le secret. Semaine après semaine, tandis que Valérie poursuivait ses escapades du jeudi, je restais silencieuse. Je me disais que c'était par amour pour ma famille, que je protégeais mes petits-enfants de la douleur de voir leurs parents se séparer. Mais il y avait des moments, seul dans mon lit la nuit, où je me demandais si j'étais complice de quelque chose qui finirait par causer encore plus de souffrance. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant, avec l'humiliation de Valérie qui me brûlait encore la poitrine, avec ces mots cruels qui résonnaient encore à mes oreilles, vous êtes devenue un poids, Marguerite. Revenant au présent, je plaçai la tarte au centre de la table. Le parfum des poires caramélisées contrastait avec l'amertume de la situation. Tous les regards étaient braqués sur moi. Antoine confus, Valérie inquiète. Avant de servir le dessert, commençai-je en regardant directement Valérie. J'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire sur les jeudis. Le visage de Valérie perdit toute couleur. Ses mains, toujours si fermes et contrôlées, se mirent à trembler légèrement. Elle savait. Elle savait exactement ce que j'allais révéler. Maman, je pense vraiment. Antoine tenta à nouveau d'intervenir. Antoine, dis-je doucement, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Valérie a dit que c'était l'heure de la vérité, n'est-ce pas? Et elle a raison. Je tirai ma chaise et m'assis, ajustant ma serviette sur mes genoux comme si nous étions sur le point d'avoir une conversation décontractée sur la météo. Il y a un petit hôtel rue Groslay, continuai-je d'une voix étonnamment ferme. Un lieu charmant et discret avec des fenêtres donnant sur une cour intérieure. L'hôtel des Beaux-Arts. Y êtes-vous déjà allée, Valérie? Les yeux de Valérie s'écarquillèrent, un mélange de choc et de reconnaissance. Antoine nous regardait tour à tour, perplexe, les sourcils froncés par la concentration comme s'il essayait de déchiffrer un problème mathématique particulièrement complexe. De quoi parles-tu, maman? Je parle du studio Zen Attitude où votre épouse est censée se rendre tous les jeudis, répondis-je calmement. C'est amusant, vous savez. Quand je suis passée pour lui acheter une carte cadeau pour son anniversaire, j'ai découvert qu'elle avait annulé son abonnement il y a presque un an. Curieux, non? Antoine se tourna lentement vers Valérie, dont le visage était désormais un masque de panique. Que dit-elle, Valérie? Valérie se leva brusquement, renversant son verre de vin. Le liquide rouge coulait sur la nappe blanche comme du sang, métaphore visuelle de ce qui arrivait à notre famille à cet instant. C'est ridicule, balbutia-t-elle, son accent devenant plus prononcé comme toujours lorsqu'elle était nerveuse. Marguerite invente des histoires parce qu'elle ne supporte pas la vérité sur elle-même, parce qu'elle ne supporte pas l'idée qu'elle n'est plus le centre de votre vie. Je secouai lentement la tête. Rue Groslay, numéro 15. Tous les jeudis à 15h, la BMW noire qui vous attend rue Victor Hugo. L'homme aux cheveux gris qui vous accueille dans le hall. Est-ce que j'invente aussi, Valérie? À chaque détail que j'évoquais, je voyais le visage de Valérie se transformer. La panique cédait place au désespoir, le désespoir à la défaite. Et Antoine, mon pauvre fils, passant du choc à l'incrédulité puis enfin à une sorte de compréhension qui semblait le vieillir sous mes yeux. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les mots qui auraient pu être prononcés. Un silence chargé du poids des secrets dévoilés, des mensonges démasqués, de la confiance brisée. Antoine demeura immobile comme s'il avait été transformé en pierre. Son expression passa du choc à la douleur, puis finalement à quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, une colère contenue et palpitante. « Combien de temps ?» demanda-t-il finalement, sa voix presque méconnaissable. Valérie ne répondit pas. Ses mains agrippaient le rebord de la table comme si c'était son seul ancrage avec la réalité. « Combien de temps ?» cria Antoine, nous faisant sursauter. Jamais au cours de toutes mes années de maternité,
Je n'avais entendu mon fils crier ainsi. 15 mois, murmura-t-elle si bas que je pouvais à peine l'entendre. 15 mois, plus long que je ne l'imaginais, plus de la moitié du temps depuis l'entrée d'Emma au CP. Assez de temps pour des milliers de mensonges, des dizaines de jeudis volés à la vie familiale. Qui est-il ? Demanda Antoine d'une voix désormais maîtrisée mais tremblante sous l'effort. Valérie regarda le sol. Est-ce important ? Oui, bon sang, c'est important. Antoine frappa du poing sur la table, faisant tinter la porcelaine. Je veux savoir qui a détruit ma famille. Elle leva alors les yeux, une étincelle de défi remplaçant la culpabilité. Voulez-vous vraiment savoir ou préférez-vous avoir quelqu'un d'autre que vous-même à blâmer ? N'ose pas, siffla Antoine. N'ose pas me rejeter la faute. Le reste de cette journée demeure flou dans ma mémoire, comme si mon esprit avait choisi de protéger certains détails de la destruction qui s'ensuivit. Je me souviens d'Antoine sortant pour une longue marche. Je me souviens de Valérie partant en claquant la porte. Je me souviens des enfants revenant du salon, leurs visages inquiets cherchant des explications que je ne pouvais pas leur donner. Les semaines qui suivirent furent un mélange de silence tendu, de conversations à voix basse et de visites écourtées. Valérie alla séjourner chez sa sœur à Grenoble. Antoine semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Les enfants, avec cette intuition particulière aux plus jeunes, savaient que quelque chose de fondamental avait changé dans leur univers. Un mois plus tard, par un après-midi pluvieux typique de la région lyonnaise, la sonnette retentit de façon inattendue. J'ouvris la porte et trouvai Valérie seule, ses cheveux cuivrés assombris par la pluie, sans le parapluie qu'elle portait habituellement. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle, sa voix dépourvue de cette assurance qu'elle avait toujours affichée. J'ouvris entièrement la porte, ne faisant pas confiance à ma voix pour répondre. Elle entra, laissant une traînée d'eau sur le parquet. Je n'en dis rien. Cela me paraissait si dérisoire maintenant. Nous restâmes dans le salon, moi dans mon fauteuil habituel, elle sur le canapé, regardant ses mains mouillées. Le silence était comme une troisième personne dans la pièce. Antoine a demandé le divorce, dit-elle enfin. Je ne savais pas ce qu'elle attendait de moi. Je suis désolée, semblait inapproprié. Je comprends, semblait faux. Je l'ai bien mérité, poursuivit-elle. Ce que j'ai fait, il n'y a aucune excuse. Je l'ai alors regardé, vraiment regardé. Les yeux gonflés de quelqu'un qui ne dormait pas bien, le visage sans le maquillage parfait qu'elle portait toujours, les mains qui tremblaient légèrement. D'une certaine manière, elle paraissait plus petite, plus humaine. « Pourquoi es-tu venue ici, Valérie ?» demandai-je finalement. Elle leva les yeux, croisant les miens pour la première fois depuis son entrée. « Parce que tu es la seule personne qui connaît toute la vérité. La seule qui ne me regarde pas avec pitié ou mépris en faisant semblant de ne rien savoir. Tu sais exactement qui je suis et ce que j'ai fait. » C'était vrai. Je savais. Et d'une manière étrange, cela créait un lien bizarre entre nous. Les enfants souffrent, poursuivit-elle, la voix brisée. Lucas me parle à peine. Emma pleure tous les soirs en demandant quand nous rentrerons tous à la maison. Ce sont des enfants solides, déclarai-je, essayant d'offrir un réconfort, même minime. Ils s'en remettront. S'en remettront-ils ? demanda-t-elle, et je réalisai que ce n'était pas une question rhétorique. Elle voulait vraiment savoir. Tu t'es remise quand Michel est mort. La mention du nom de mon époux me prit par surprise. Valérie parlait rarement de lui. Non, répondis-je honnêtement. On ne s'en remet pas. On apprend à vivre avec le vide qui reste. On apprend à construire quelque chose de nouveau autour de lui. Elle hocha la tête comme si c'était exactement la réponse qu'elle espérait. Je ne suis pas venue demander pardon, dit-elle au bout d'un moment. Pas à Antoine, pas aux enfants, pas à toi. Je sais que c'est trop tard. Je sais. Je suis venue parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu choisi ce moment pour le révéler ? Tu aurais pu le dire à Antoine en privé. Tu aurais pu me confronter. Pourquoi comme ça ? La question que je m'étais posée des centaines de fois lors de nuits blanches. Parce qu'à cet instant, quand tu m'as traité de poids, quand tu m'as humilié devant mon fils et mes petits-enfants, je voulais que tu ressentes la même douleur, la même humiliation. La vérité se déversa de moi comme l'eau d'un barrage rompu. Je n'ai pas pensé aux enfants ni à Antoine. J'ai juste pensé à te faire sentir petite comme tu m'avais fait me sentir.
Valérie ne répondit pas immédiatement. La pluie frappait les fenêtres, seul bruit dans la pièce silencieuse. « Je t'ai toujours envié, tu sais, dit-elle finalement, me surprenant. La façon dont Antoine parlait de toi, comment les enfants t'adoraient, comment tu rendais tout si facile, si naturel. Être mère, être épouse. Rien de tout cela n'est facile, répondis-je. Ça ne l'a jamais été. Cela me semblait. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai commencé avec Damien. Parce qu'avec lui, je n'avais pas besoin d'être parfaite. Je n'avais pas besoin de rivaliser avec le souvenir d'une mère parfaite que mon mari adorait tant. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. Alors que je me sentais diminuée par Valérie, elle se sentait intimidée par une image idéalisée de moi qui n'avait jamais été réelle. Nous avons toutes les deux blessé cette famille, dis-je doucement, de manière différente mais tout aussi profonde. Elle hocha la tête, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, je vis en elle non pas une ennemie ou une rivale, mais une femme aussi brisée que moi. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle, question sans réponse facile. Je regardai par la fenêtre la pluie qui tombait impitoyablement sur Lyon, lavant les rues anciennes, ces mêmes rues où j'avais élevé mon fils, où il avait rencontré Valérie, où ils avaient élevé leurs enfants. « Je pense que nous commençons par ramasser les éclats, répondis-je finalement. Un par un. Quand une famille est déchirée, qui a le courage de ramasser les morceaux tranchants? Tout ce qui se casse ne peut pas être réparé de la même manière, mais il y a peut-être de la beauté dans les réparations. Les premiers flocons de neige de l'hiver tombaient doucement sur Lyon, alors que j'étais assise sur le banc du parc de la Tête d'Or. Le parc était presque désert, juste quelques courageux qui, comme moi, avaient bravé le froid pour trouver un moment de paix. Mon écharpe bordeaux, cadeau de Michel lors de notre dernier Noël ensemble, n'offrait que peu de protection contre le vent mordant, mais je remarquais à peine le froid. J'attendais Antoine. Après 2 mois d'éloignement, de brèves conversations sur le pas de la porte quand je venais chercher les enfants, mon fils avait finalement accepté de me rencontrer. Juste nous deux. Je le vis marcher le long de l'allée principale, son manteau sombre contrastant avec la neige qui commençait à s'accumuler. Il paraissait plus âgé, comme si le temps s'était accéléré au cours de ces quelques mois. Lorsqu'il s'approcha, je remarquai les cernes profonds sous ses yeux, les rides d'expression plus prononcées sur son visage. Mon cœur se serra, j'avais contribué à ces marques. « Bonjour maman », dit-il en s'asseyant à côté de moi, gardant une distance calculée. « Merci d'être venu, mon fils », répondis-je, résistant à l'envie de le toucher, d'ajuster l'écharpe qui était de travers autour de son cou. Nous restâmes assis en silence pendant quelques minutes, regardant les flocons de neige danser dans l'air avant d'atterrir doucement sur le sol. Il était plus facile de regarder la neige que de nous regarder l'un l'autre. « Comment vont les enfants » demandai-je finalement. « Ils s'adaptent » répondit-il. « Lucas va mieux avec la thérapie. Emma a encore du mal à comprendre, mais elle est plus calme maintenant qu'on a établi une routine. » J'acquiesçai, avalant la boule qui se formait dans ma gorge. « Et Valérie ?» Antoine soupira, son souffle formant un petit nuage dans l'air froid. « Elle fait des efforts. Avec les enfants, je veux dire. C'est compliqué. Et le divorce? Nous en parlons. Ce n'est pas une décision que je prends avec colère, maman. C'est... » Il hésita, cherchant ses mots. « Il s'agit de ce avec quoi je peux vivre et de ce que je ne peux pas. » Pour la première fois depuis son arrivée, il me regarda droit dans les yeux. « Mais ce n'est pas de cela dont je veux parler aujourd'hui. » Je pris une profonde inspiration, me préparant. Il était temps. « J'écoute, » dis-je doucement. « J'ai passé des mois à essayer de comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait, » commença-t-il d'une voix contrôlée et mesurée. « Pourquoi as-tu choisi ce moment, de cette façon? Devant les enfants, devant tout le monde. » J'ouvris la bouche pour répondre, mais il leva la main. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je dois dire ceci. » Il fit une pause, rassemblant ses pensées. « J'étais furieux contre toi, aussi furieux que contre Valérie, parce que tu savais. Tu savais depuis combien de temps? 4 mois. Et tu as choisi de le garder jusqu'à ce que tu puisses l'utiliser comme une arme. » Les mots faisaient mal, mais ils étaient vrais. Je ne pouvais pas le nier. Mais ensuite, après des semaines de colère, j'ai réalisé quelque chose, poursuivit-il. Quelque chose qui m'a encore plus perturbé. J'ai réalisé que je n'étais pas surpris par ce qu'a fait Valérie. Choqué.
Oui. Blessé. Bien sûr. Mais surpris. Il secoua la tête. Il y avait quelque chose de cassé entre nous depuis longtemps. Quelque chose qu'aucun de nous ne voulait affronter. J'écoutais en silence, regardant mon fils mûrir sous mes yeux à travers la douleur. Et j'ai réalisé que je répétais le même schéma avec toi. Il y avait quelque chose de cassé entre nous aussi, maman. Quelque chose qu'aucun de nous ne voulait affronter. Je sentis les larmes commencer à couler, mais je ne les arrêtai pas cette fois. Tu as raison, admis-je. J'ai choisi ce moment parce que je voulais blesser Valérie. Je voulais qu'elle ressente l'humiliation qu'elle me faisait ressentir. Je n'ai pas pensé aux enfants. Je n'ai pas pensé à toi. Ma voix se brisa. J'ai utilisé ce que je savais comme une arme, comme tu l'as dit, et j'ai blessé tout le monde dans le processus. Antoine hocha lentement la tête. Oui, tu l'as fait. Il n'y avait aucune excuse à proposer, aucune justification qui pourrait effacer ce que j'avais fait. Juste la vérité nue, exposée dans le froid de l'hiver. Mais tu sais ce qui est bizarre, maman, continua-t-il, sa voix plus douce maintenant. C'était la première fois que je te voyais vraiment te battre. Pas la mère parfaite et patiente qui fait toujours passer tout le monde avant elle. J'ai vu Marguerite Dubois, la femme, défendre son territoire. C'était effrayant et, d'une certaine manière, révélateur. Je le regardais, confuse par la direction que prenait la conversation. Après la mort de papa, tu es devenue cette version sanctifiée de toi-même, comme si tu devais être parfaite pour compenser son absence. Tu ne t'es jamais plainte, tu n'as jamais demandé d'aide. Tu n'as jamais montré quand tu étais blessée. Il fit une pause. Sauf ce samedi. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Après le décès de Michel, je m'étais efforcée d'être le pilier dont mon fils et mes petits-enfants avaient besoin. J'avais réprimé ma douleur, ma colère, ma solitude, croyant que c'était de la force. J'avais tellement peur d'être un poids, avouai-je, les mots sortant comme s'ils avaient leur propre vie. D'être exactement ce que Valérie disait que j'étais. Antoine tendit la main et, pour la première fois depuis ce samedi, toucha la mienne. Et en essayant de ne pas être un poids, tu es devenue une étrangère. Quelqu'un qui souriait et hochait la tête, qui ravalait les insultes, qui gardait des secrets destructeurs jusqu'à l'explosion. La neige tombait maintenant plus abondamment, créant un silence feutré autour de nous, comme si le monde nous donnait de l'intimité pour cette conversation longtemps reportée. Ce qui s'est passé ce samedi-là était horrible, poursuivit Antoine, pour nous tous. Mais peut-être que nous avions besoin que quelque chose se brise pour pouvoir reconstruire différemment. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'en ai marre des demi-vérités et des silences. J'en ai marre de vivre dans une famille où nous jouons tous un rôle, où personne ne dit ce qu'il ressent vraiment jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il serra ma main. Valérie et moi, peu importe ce qui arrive à notre mariage, nous apprenons à être honnêtes l'un envers l'autre, à dire quand nous sommes blessés, quand nous sommes en colère. Et je veux la même chose pour toi, maman. Je regardais nos doigts entrelacés, la seule partie de nous qui ne frissonnait pas de froid. Je ne veux plus de la mère parfaite, déclara-t-il. Je te veux toi. Même quand tu es en colère, triste ou imparfaite. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage, gelant légèrement sur mes joues. Je ne sais pas si je sais comment faire ça, admis-je. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être ce dont je pensais que tout le monde avait besoin. Je sais, sourit-il légèrement. Et c'est ainsi que nous apprendrons ensemble. Nous étions assis là, la neige s'accumulant sur nos épaules, créant de petites couronnes blanches sur nos têtes. Deux survivants d'un tremblement de terre familial, contemplant les décombres et se demandant comment reconstruire. Valérie est venue me voir, lui dis-je. Il y a quelques semaines. Antoine parut surpris, mais pas en colère. Que voulait-elle? Comme toi, je suppose. La vérité. Comprendre. Je fis une pause. Elle m'a dit qu'elle m'avait toujours envié, qu'elle se sentait intimidée par l'image que tu avais de moi. Il ferma brièvement les yeux. Cela ressemble à quelque chose dont nous aurions dû parler il y a des années. Oui, acceptai-je. Beaucoup de choses auraient dû être dites il y a des années. Antoine se leva et me tendit la main. Il fait vraiment froid. Allons-y. Je me levai, mes articulations protestant contre le froid et mon âge. Où allons-nous? Demandai-je.
À la maison, répondit-il simplement. Emma et Lucas nous attendent pour le dîner. Je m'arrêtai, incertaine. Est-ce que Valérie sera là? Il hocha la tête. Oui, en fait, elle cuisine. Elle a dit qu'il était temps pour nous tous de nous asseoir à nouveau à la même table. Pour les enfants. Je ressentis un mélange d'anxiété et d'espoir. Antoine, tu es sûr? Après tout, il ne s'agit pas de pardon, maman, expliqua-t-il alors que nous marchions lentement dans la neige. Pas encore. Il s'agit de recommencer, d'apprendre à être une famille différente. Une famille où les gens peuvent être imparfaits, faire des erreurs, dire la vérité, même si ça fait mal. Je pensais à ces paroles pendant que nous traversions le parc, sur les recommencements, sur les vérités et les blessures, sur les familles imparfaites. Je pensais à Michel et à ce qu'il dirait s'il pouvait nous voir maintenant, marchant dans la neige vers un dîner qui serait sans doute inconfortable mais nécessaire. Il sourirait probablement de sa manière particulière et dirait que parfois nous devons casser complètement quelque chose pour mieux le reconstruire. 6 mois plus tard, au printemps, nous étions tous réunis dans le petit jardin de ma maison. Le soleil d'avril réchauffait l'air et les roses que Michel et moi avions plantées il y a des années affichaient fièrement leurs couleurs éclatantes. Lucas aidait Antoine à installer le nouveau barbecue, un projet qui les avait rapprochés ces dernières semaines. Emma et moi étions à table, préparant la salade pendant qu'elle me racontait avec enthousiasme son spectacle de danse à l'école. Valérie arriva un peu en retard, comme toujours, apportant une bouteille de vin et un bouquet de pivoine, mes fleurs préférées. Un détail qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Désolée, je suis en retard », dit-elle en plaçant les fleurs et le vin sur la table. Les embouteillages étaient épouvantables. « Pas de problème, » répondis-je en acceptant les fleurs. « Je vais les mettre dans l'eau. » Notre relation était désormais marquée par une étrange combinaison de distance respectueuse et d'intimité réticente. Nous n'étions pas amis, peut-être que nous ne le serions jamais. Mais nous avions établi une trêve basée sur une vérité partagée. Nous aimions toutes les deux cette famille, même si nous lui avions fait du mal de différentes manières. Antoine et Valérie étaient toujours séparés. Il avait loué un appartement non loin de chez eux, où les enfants passaient la moitié de la semaine. Le divorce était en cours, mais sans l'amertume qui accompagne habituellement une telle procédure. Comme Antoine l'avait dit, ils apprenaient à être honnêtes l'un envers l'autre, même si cela faisait mal. Et moi, j'apprenais à nouveau à être Marguerite Dubois. Pas seulement la mère d'Antoine, la belle-mère de Valérie ou la grand-mère de Lucas et d'Emma. Mais une femme de 65 ans avec ses propres désirs, frustrations et imperfections. J'avais commencé un cours de poterie à l'université locale, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je ne m'étais jamais permis. Je m'étais fait de nouvelles amies, des femmes de mon âge qui comprenaient ce que signifiait recommencer après 60 ans. Et oui, j'avais même commencé à voir Alain de temps en temps, un gentil architecte à la retraite qui avait perdu sa femme dans un accident de voiture, tout comme j'avais perdu Michel d'un cancer. Lors de ce déjeuner de printemps, alors que je regardais ma famille imparfaite et rapiécée autour de la table, je pensais au dessert que j'avais servi ce samedi fatidique. En réalité, je l'avais utilisé comme une arme sans penser aux conséquences. « À quoi penses-tu, maman ?» demanda Antoine en remarquant mon regard lointain. Je souris, décidant de faire ce que nous nous étions promis, dire la vérité, même si c'était inconfortable. Je pensais que parfois nous devons casser complètement quelque chose pour mieux le reconstruire, répondis-je. Ton père disait ça. Antoine sourit, dans ses yeux, je vis qu'il comprenait. Valérie, qui n'avait jamais assez bien connu Michel pour comprendre sa philosophie, semblait curieuse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, expliquai-je en regardant chaque visage autour de la table, que parfois les choses doivent s'effondrer avant que nous puissions voir ce qu'elles sont réellement. Et donc, lorsque nous reconstruisons, nous ne nous contentons pas de réparer ce qui était là avant. Nous créons quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête. Emma, avec la sagesse innocente des enfants, ajouta, comme cet art japonais que tu m'as montré, grand-mère. Celui où on répare des vases cassés avec de l'or. Le kintsugi, confirmai-je, impressionné par sa mémoire. Oui, exactement comme ça. L'idée que quelque chose qui a été cassé et réparé peut devenir plus beau, plus précieux qu'avant. Lucas, qui était resté silencieux comme d'habitude depuis ce samedi, surprit tout le monde. Donc nous sommes comme un vase kintsugi maintenant. Une famille brisée, réparée avec de l'or. Un silence pensif tomba sur la table. C'est Valérie qui répondit,
sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Je pense que oui, Lucas. Peut-être que les fissures ont toujours été là, mais maintenant on peut les voir. Et au lieu de prétendre qu'elles n'existent pas, nous les remplissons de quelque chose de précieux. L'honnêteté, dit Antoine. Les vrais regrets, ajoutai-je doucement, rencontrant pour la première fois le regard de Valérie sans gêne. Et l'amour, ajouta Emma avec la simplicité que seul un enfant peut offrir. Parce que même quand on est en colère, on s'aime toujours. Oui, répondîmes-nous tous ensemble, comme une chorale improvisée. Et là, sous le soleil printanier de Lyon, entouré de ma famille brisée et réparée, je réalisai que peut-être le dessert que j'avais servi ce samedi-là n'était-il pas qu'une vengeance. Peut-être, involontairement, était-ce le début de quelque chose de plus authentique. Quelque chose qui, comme le kintsugi, montrait ses cicatrices avec fierté, transformant ce qui était autrefois caché en lignes dorées, visibles aux yeux de tous. Plus tard, en servant la tarte aux poires, je la fais toujours, mais maintenant avec moins de vin dans le caramel, concession silencieuse aux inquiétudes de Valérie, je compris que la vraie leçon n'était pas de servir des secrets en dessert, mais d'apprendre que certaines vérités, aussi amères soient-elles au début, peuvent éventuellement se transformer en quelque chose de doux. Non pas pour oublier le passé, mais pour avoir le courage de l'affronter ensemble. Tout comme vous, je porte aussi des décennies d'histoire, de douleur et d'apprentissage. J'ai partagé avec vous mon parcours d'humiliation, de vengeance et finalement de reconstruction. Une histoire que beaucoup d'entre nous, avec nos cheveux gris et nos cœurs marqués par le temps, connaissent bien. Avez-vous déjà gardé un secret qui pesait comme du plomb dans votre cœur? Avez-vous déjà ressenti la douleur d'être rabaissé par quelqu'un qui était censé vous aimer? Ou peut-être êtes-vous de l'autre côté, portant la culpabilité d'avoir blessé ceux que vous aimez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Que feriez-vous à ma place? Auriez-vous servi ce dessert amer ou choisi une autre voie? À cette étape de la vie, nous savons que le temps est trop précieux pour porter seuls nos fardeaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Appuyez sur ce bouton maintenant. Pour des gens comme nous qui en avons vécu, trouver un endroit où nos histoires sont entendues et comprises est un véritable cadeau. Un cadeau que je souhaite continuer à vous offrir chaque semaine. N'oubliez pas, nos rides racontent des histoires de rire et de larmes, et il n'y a rien de plus puissant que de les partager. Je vous attends dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de votre cœur et de votre famille. Marguerite Dubois, 65 ans, apprend qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.